Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur un nouveau webinaire Vision RH par Elevo. Alors, en 2023, vous avez déjà été très nombreux à nous suivre. On a fait un petit peu nos stats, notre rétrospective 2023, et vous étiez plus de 500 en moyenne sur chacun de nos épisodes. Alors, merci à vous, et puis on compte évidemment pas s'arrêter là. Et on recommence avec 2024, avec ce premier épisode de notre série, de nos webinaires en tout cas, sur Vision RH. Alors pour cette nouvelle saison, on vous a programmé plein de belles choses. J'en parlerai surtout à la fin de ce webinaire. On en a d'autres qui vont arriver, bien entendu. Mais avant de commencer, parlons un petit peu de notre sujet du jour. L'année dernière, on avait parlé people review beaucoup, on avait parlé compétences, on avait parlé entretien annuel. Aujourd'hui, on va vous apporter un nouveau sujet, le sujet de l'engagement collaborateur. Alors, on n'a pas choisi ce sujet au hasard, on a choisi ce sujet parce qu'il se complète parfaitement avec les thèmes déjà abordés en 2023. Alors, c'est pas vous que je vais convaincre sur le fait que l'entreprise de nos jours, sa réelle force, c'est ses collaborateurs. Et c'est d'ailleurs pour ça que les fonctions RH sont devenues aussi stratégiques et ont un rôle aussi central au sein des entreprises. Et quand on sait que l'humain est au centre de la réussite d'une entreprise, ça veut dire qu'il y a un travail stratégique à mener sur cette gestion des talents. Et bien sûr, on parle gestion des talents. On pense très rapidement, OK, performance des collaborateurs, développement des collaborateurs. Mais en fait, pour être stable dans la vie, il nous faut 3 appuis. Et ça en fait que 2. Et le troisième, c'est très clairement l'engagement collaborateur. Et donc, en fait, une bonne gestion des talents, elle va s'appuyer vraiment sur la performance du collaborateur, le développement du collaborateur et l'engagement. Et c'est en réunissant ce trio gagnant qu'on va réellement réussir à faire de la bonne gestion des talents et avoir de l'impact au sein de son entreprise. Alors aujourd'hui, on va vraiment se pencher sur engagement collaborateur, c'est notre sujet du jour. Comment le mesurer et le renforcer, avec des conseils et des témoignages de 2 experts RH que je vais vous présenter dans une seconde. Si vous avez des enjeux sur les premiers sujets que j'ai cités, performance du collaborateur, développement du collaborateur, je vous invite à aller regarder notre chaîne de webinaire. Vous avez tous les épisodes précédents qui sont disponibles en replay. D'ailleurs, cet épisode aussi sera disponible en replay à la fin de ce webinaire. Alors, pour commencer, je vais d'abord vous faire l'intro de nos 2 invités expertes. Donc tout d'abord, je vous présente Elise van der Schran, excusez-moi, van der Schranz, on se connaît depuis un petit moment parce que j'ai eu le plaisir de rencontrer Elise quand elle travaillait comme DRH chez Treswan, donc il y a déjà quelques années. Bonjour Elise. Bonjour Thibaut. Bonjour. Et alors, est-ce que tu peux nous te présenter un petit peu en moins d'une minute et puis nous parler aussi de ta société actuelle Smart Trade et un petit peu de ton parcours peut-être? Oui, très rapidement. Alors, je suis DRH de Smart Trade Technologies depuis 2 ans maintenant. Et donc, j'ai passé ma carrière chez des éditeurs de logiciels. Je suis diplômée de Neoma. Et ensuite, j'ai voulu tout de suite diriger ma carrière vers la RH. Et donc, j'ai occupé différents postes avant de devenir DRH, donc contrôleur de gestion sociale, Compenden, généraliste RH, et puis enfin DRH. Voilà pour ma carrière. Maintenant, mon entreprise, Smart Trade Technologies, c'est un éditeur de plateformes pour le domaine du trading. Donc, c'est une niche dans le marché de la finance. On est une fintech de 240 personnes dans 8 pays différents, donc une multinationale. Chez nous, on est en follow the sun. Le soleil ne se couche jamais puisqu'on supporte tous nos clients pour la plupart des grandes banques 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, avec mon équipe de 5 personnes, je gère toute la partie RH de l'entreprise, donc du sourcing jusqu'à la gestion du développement de nos collaborateurs. Voilà, rapidement pour… Merci beaucoup Elise. Et j'ai appris une nouvelle expression, follow the sun, que j'aime beaucoup. Je trouve ça très élégant. Notre deuxième invitée aujourd'hui, alors elle a fondé la société Meta for Human, qui fournit des services de DRH externalisés, mais elle fait aussi du coaching RH. Bonjour Léna Basile. Bonjour Thibaut, bonjour Elise. Bonjour Bonjour Léna. Écoute, je vais te poser la même question. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton activité et puis sur toi aussi?
Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai une quinzaine d'années d'expérience en tant que DRH au sein de différentes structures. J'ai travaillé dans le secteur, banque assurance, j'ai travaillé dans les transports, également industrie et services et puis énergie renouvelable en tant que salariée. Puis j'ai été, 4 ans, DRH de transition, durant la période covid. Donc, on va dire sur des missions assez intenses, plutôt en ETI et PME et j'ai fondé, il y a quelques mois maintenant Meta for Human effectivement. Je propose aujourd'hui, aux entreprises et aux organisations, de l'accompagnement RH sur la thématique de l'engagement collaborateur à travers 2 casquettes en tant que DRH externalisée et en tant que coach consultante RH effectivement. Donc aujourd'hui, j'interviens toujours dans le secteur bancaire, dans le conseil aussi, mais dans la chimie, production de matériel, mais aussi dans des structures à plus petite échelle, PME, et l'associatif, donc assez large en termes de périmètre d'intervention. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Léna. Merci beaucoup, Élise. Alors, on vous a choisi parce que c'est un domaine que vous connaissez bien aussi, l'engagement. Vous avez eu l'occasion de tacler un peu ces sujets dans vos différentes expériences. Et donc, on a réuni deux intervenantes, mais qui ont l'expérience d'une multitude d'entreprises avec ces sujets. Et on va pouvoir en parler. Vous allez voir, ça va être très intéressant. N'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat. On essaiera soit d'y répondre au cours du webinaire, soit à la fin. On a gardé un petit peu de temps pour ça. Et avant de commencer, je voulais profiter du fait qu'on ait une belle audience aujourd'hui de personnes qui sont connectées sur notre webinaire pour vous poser une petite question. Alors, vous allez voir un sondage apparaître à votre écran où on va vous demander est-ce qu'aujourd'hui, dans votre entreprise, vous mesurez l'engagement des collaborateurs? Donc, je vous invite à répondre. C'est oui, c'est non, mais on aimerait bien. Il y a un projet, court ou long terme, hein, voilà. Et donc c'est assez intéressant à voir. Alors, si je peux continuer de l'afficher, bougez pas, j'aimerais bien qu'on voit un petit peu les réponses. Ok, donc ça serait parti de manière assez propre en 3 tiers. Un tiers qui le fait déjà. Alors, j'imagine qu'il y a potentiellement des projets d'amélioration aussi ou de challenge hein, de cette mesure de l'engagement et que faire. Un tiers qui ne le fait pas, sans projet de le faire pour l'instant, mais c'est bien de se renseigner. Merci d'être venu. Et un tiers qui souhaite le mettre en place. Et donc, je pense que, ben, on va, quelle que soit la catégorie, en tout cas, on va vous apporter aujourd'hui des retours d'expérience et des conseils. Donc, on va attaquer ce petit webinaire sur le sujet. Alors, on va commencer assez simple. Hein. En fait, engagement, c'est un mot presque valise. On va pouvoir y mettre beaucoup de choses, beaucoup d'interprétations. Et du coup, on va avoir besoin un petit peu de préciser ça. Et je vais faire appel à vous deux. Donc, Élise, quand je parle engagement collaborateur, comment est-ce que tu le caractérises? Qu'est-ce qu'on entend par engagement collaborateur selon toi? Alors, l'engagement, c'est assez fondamental. C'est un mouvement, c'est un état émotionnel dans lequel, en fait, les collaborateurs vont se sentir énergisés, motivés, passionnés. Ils vont, et ils vont avoir envie de contribuer de façon positive, en fait, à la réussite de l'entreprise et de leur équipe. C'est un terme qui est vaste, en fait, qui va recouvrir la satisfaction au travail, la loyauté envers l'entreprise, le sentiment d'appartenance, et puis une forte motivation et l'envie vraiment de s'investir dans la réalisation des missions de l'entreprise. Voilà, pour moi, c'est ça, l'engagement. Très clair. On voit qu'il y a tout de suite beaucoup de concepts hein, qui se cachent derrière, beaucoup de leviers qu'on peut activer. Pas évident alors, mesurer l'engagement, c'est bien, mais avoir un seul chiffre, ça n'a pas forcément été évident quand on parle satisfaction, loyauté, sentiment d'appartenance, motivation à accomplir les objectifs de l'entreprise. C'est vrai que ça nous fait un sacré panel. Est-ce que Léna, tu peux nous aider un petit peu à compléter cette définition un peu de l'engagement collaborateur peut-être? Oui, alors je rejoins Élise sur tout ce qu'elle a dit. Effectivement, ce que j'aime bien dire, en fait, c'est pour moi la résultante et la concrétisation finalement de la promesse employeur, de ce que l'entreprise va promettre à ses collaborateurs, à ses candidats. Et pour moi, il y a une connexion forte entre plus la promesse est tenue et elle est prouvée, on va dire concrète, plus l'engagement des collaborateurs est fort. Et donc, il y a une question aussi d'alignement finalement. J'aime bien
parler aussi d'alignement tête-cœur-corps, hein, que j'utilise en coaching aussi, mais qui est pour moi transposable avec cette notion d'engagement, puisque plus on est aligné, plus on est engagé, plus voilà, on est impliqué dans l'entreprise. Super, merci beaucoup. Et alors, j'aime beaucoup, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Tu as parlé de la, est-ce que l'entreprise tient ses promesses? Et c'est un petit peu un facteur clé. Et on va le voir, je pense, au cours de ce webinaire, ce concept de quelle est l'attitude de l'entreprise, de la direction face à ce sujet. Mais il y a une attitude même avant que le salarié arrive, en fait, au niveau de cette promesse. Euh, Comment tu as vu des promesses qui marchaient bien ou qui marchaient moins bien, Léna, sur ce sujet? Est-ce que tu as des choses à nous partager? Oui, pour moi, la promesse est fondamentale. La promesse, c'est quoi? C'est travailler effectivement sur ses valeurs, sur ses convictions, sur ce qu'on a envie de faire vivre comme expérience finalement aux collaborateurs et ce qui va du coup faire découler hein, l'engagement et ensuite, par la suite, la marque employeur. On en entend beaucoup parler, mais pour moi, la marque employeur, c'est finalement la communication de tout ce qui se passe et de l'expérience que vivent les collaborateurs. Et donc, Mm, il y a une cohérence forte à avoir effectivement entre ce qu'on promet, ce qu'on travaille sur, le cœur finalement, la stratégie de l'entreprise, ce que vivent les salariés et puis ce qui est communiqué à l'externe. Donc, pour moi, tout ça fait sens et doit être aligné. C'est pour ça que je parle d'alignement et on voit bien, on a eu, enfin moi je l'ai vécu puisque à la période covid, j'ai été DRH de transition, donc je suis intervenue dans plusieurs entreprises, en formant un peu coup de poing, on va dire et on a beaucoup travaillé, suite au covid, sur l'attractivité, sur, comment est-ce qu'on recrute, comment est-ce on attire les talents parce qu'il y avait voilà ce contexte de l'emploi qui était en tension et cetera et finalement on a mis, beaucoup d'entreprises ont mis le paquet, on va dire, sur, la communication, sans pour autant retravailler finalement les fondamentaux, et du coup les bases, et la promesse que l'on fait mm. qu'elles soient réelles. Et donc, il y a eu quelquefois des désalignements justement et des déceptions de la part de collaborateurs qui ont intégré certaines structures et dans lesquelles en fait se sont pas du tout retrouvés parce qu'il y avait ce désalignement. Et à l'inverse, je pense que celles qui aujourd'hui et demain seront pérennes seront celles qui auront justement cet alignement entre la promesse, l'expérience et la communication qu'on en fait. Ok, merci Léna. Je voulais qu'on passe un peu de temps sur ce sujet avant de sauter à comment on mesure l'engagement, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et on y vient juste après. Je vois qu'il y a beaucoup de questions là-dessus. Mais parce qu'il faut fixer le bon état d'esprit et les bonnes bases avant de se lancer dans un tel process. Et partir tête en avant sur on va mesurer l'engagement et puis on espère qu'on va faire des bonnes choses sans se poser la question, ok, mais d'où est-ce qu'on vient, qu'est-ce qu'on promet aux collaborateurs, est-ce qu'on est aligné là-dessus? C'est vraiment la première étape de cette démarche. Et tu l'as dit aussi sur la marque employeur, je pense qu'on en avait parlé aussi lors de cette réunion de la préparation de ce webinaire aussi, Élise, tu me disais la même chose. Le, euh, Quand on fait une marque employeur qui est plus marketing que de montrer à l'extérieur le reportage du réel de ce que vivent les collaborateurs, en fait, on crée nous-mêmes le désalignement qui va créer le désengagement. Et donc, avant même de commencer la mesure, avant même que le collaborateur ait vraiment rejoint, on n'a pas créé le bon espace et le bon environnement qui va nous permettre de bien travailler ce sujet. Donc voilà, c'est important aujourd'hui qu'on fasse ce point un petit peu plus long avant de rentrer dans le concret. Et on y vient tout de suite. Vous étiez plusieurs, et je l'ai vu dans le chat. Comment mesurez-vous l'engagement, justement, nous demandait Elodie. Eh bien, on y vient. Léna, est-ce que tu peux nous donner un petit peu quelles sont quelques méthodes pour mesurer l'engagement? Qu'est-ce qui te paraît un peu plus efficace, moins efficace? On reviendra un peu dans les détails ensuite, mais voilà, qu'est-ce que tu as vu déjà? Mmh. Pour moi, ce qui est important et indispensable, c'est de varier en fait les outils de mesure. C'est-à-dire que, il faut qu'il y ait voilà plusieurs, canaux, hein, d'évaluation et de mesure de l'engagement, que ce soit des temps annuels ou des, rituels à travers les rituels managériaux, à travers aussi, les points RH, hein, qui peuvent être faits, mais également tout ce qui est événements transverses et que ce soit de l'individuel et du collectif. À mon sens, voilà, on peut pas avoir une seule vision et une seule analyse,
unidirectionnelle finalement de l'engagement, parce que c'est tellement vaste et ça peut venir de tellement d'endroits quelque part. Donc, on peut avoir des labels aussi, hein, type Great Place to Work, Happy at Work, enfin tous ces sujets-là, et puis des choses un peu plus ponctuelles. OK. Je te passe directement la parole, Élise, hein, sur le même sujet. Comment est-ce qu'on mesure l'engagement? Qu'est-ce qui marche? Comment tu vois les choses? Oui, je suis d'accord, moi, avec Léna sur le fait que, en fait, c'est tout un chacun va être acteur de la mesure de l'engagement. Donc, le manager au niveau de son équipe, et ça peut se faire par le biais des entretiens, des rituels de management, ou par le biais de programmes peut-être un peu plus globaux. Donc, nous, la façon qu'on a de mesurer au niveau de l'entreprise l'engagement, c'est de lancer une enquête d'engagement. Et de façon à pouvoir agir, et de façon également globale sur les retours que nous font nos collaborateurs. Donc, en fait, nous, chez SmartTrade, on travaille avec un partenaire externe, et on s'est lancé en fait dans une trajectoire de mesure de l'engagement. Donc, on va faire ça sur plusieurs années, parce que c'est important de pouvoir mesurer les progressions d'une année sur l'autre, et d'en faire un programme d'entreprise sur le long terme. Parce qu'on ne corrige pas, en fait, ce qui va nous remonter, on ne va pas le corriger en 3 mois. Donc, on s'inscrit dans Exactement. la durée. Et je pense que c'est important aussi de se dire ça et d'être clair sur les objectifs, hein. On mesure parce qu'on a envie de savoir où on est, mais aussi sûrement parce qu'on a des objectifs d'améliorer les choses ou de maintenir un statu quo qui est peut-être déjà excellent, hein, certaines entreprises. Euh, et alors, il y a un concept que tu as ramené, tu as parlé de travailler avec un partenaire. Et donc, j'aimerais qu'on parle un petit peu de cette distinction de travailler avec un partenaire externe versus faire directement les sondages en interne via des outils, etc. Comment est-ce que tu distinguerais ces deux modèles un petit peu? En fait, moi, je vais vous partager mon expérience. Quand j'ai voulu Mmh. lancer des enquêtes d'engagement, euh, moi, de façon très spontanée, je l'aurais fait moi-même, puisque je suis un contrôleur de gestion sociale, et donc j'aime bien les chiffres et les statistiques. Mais en fait, j'ai choisi plutôt de m'adresser à un partenaire externe pour 2 raisons particulières: avoir la garantie d'un savoir-faire, d'un professionnalisme, d'une méthode reconnue de mesure de l'engagement, et aussi pour des raisons pour garantir aussi aux collaborateurs la confidentialité des données, et un traitement impeccable des données. Et ça, c'est une promesse qui me semble importante quand on demande à des collaborateurs de partager leur retour, de donner, de répondre à une enquête, de leur garantir en fait cette confidentialité qui va leur enlever quelques freins, puisqu'on a très souvent cette question-là. Donc, le passage par un partenaire externe avec véritablement un serveur externe à l'entreprise m'a permis en fait d'atteindre ce double objectif. Et ça, c'était vraiment au moment de lancer cette première mesure de l'engagement que vous avez fait appel à un partenaire externe, ou c'est un process que vous répétez d'année en année? Alors, comme à la fois je m'inscris sur de la durée, je passe avec un partenaire externe pendant 2-3 ans. Et ce que je fais, la première année, en général, comme je sais qu'on va mettre du temps à déployer l'enquête, et puis surtout les plans d'action, je ne fais rien par moi-même. Mais les années d'après, c'est moi qui organise des petits pulses, qu'on va appeler des micro-enquêtes, sur un certain nombre de points que je vais vouloir vérifier au fur et à mesure de l'année. En général, je fais ça dans la 2e année de mise en place de l'enquête, pour vérifier les progrès, mesurer les progrès, mais Ok. par moi-même. Donc il y a vraiment une complémentarité, hein, en fonction des objectifs potentiellement et puis du point de départ. Peut-être que potentiellement, si vous êtes dans une entreprise où vous sentez que l'engagement est faible aujourd'hui, ça va pas forcément être évident de capter vos collaborateurs sur ces sondages. Le partenaire, avec son aspect non biaisé, peut beaucoup aider. Et après, il y a d'autres formats qui peuvent s'intercaler.
Elena, t'en parlais aussi, hein, tu viens d'en parler, Élise, les pulses. On a eu une question un petit peu plus haut qui nous demandait qu'est-ce qu'on en pense des pulses? Parce qu'il y a vraiment une question de rythme, hein. Tu le disais tout à l'heure, Léna, enquête annuelle versus des choses beaucoup plus fréquentes. Euh, Quelle est ta vision, toi, sur un peu le rythme pour venir sonder les collaborateurs sur les sujets? Mmh. Alors c'est vrai que, quand je disais effectivement d'avoir plusieurs, canaux, en tout cas, mes méthodes et dispositifs, je pense que c'est important et je rebondis sur ce que disait Élise, d'avoir, une enquête un peu, phare, on va dire annuelle, qui est reprise chaque année justement pour avoir aussi cette, la capacité de pouvoir, évaluer le chemin parcouru et puis, de pouvoir comparer les résultats d'une année sur l'autre, d'avoir cette base de référence. Et effectivement, d'avoir, des temps un peu plus courts, réguliers, parce qu'on voit bien, depuis quelques années, en plus, c'est d'autant plus vrai, tout va très vite, et donc la situation à un instant T n'est pas du tout la même, 3 ou 5 mois plus tard, et cetera et entre temps, il peut y avoir des grosses évolutions, des gros changements, selon l'actualité de l'entreprise, selon, les évolutions Mm. sociales, enfin, tout ce qu'on peut vivre. Donc pour moi, c'est important d'avoir ces, plusieurs temps et sur plusieurs, canaux. Donc on parlait des entretiens aussi avec les managers. Donc ça, c'est important d'avoir aussi, les enquêtes Pulse, enfin Pulse également, je l'ai fait, je l'ai mis en place sur, par exemple des moments clés aussi collaborateurs, en période d'intégration, à des moments de mobilité, d'évolution, ou alors, des retours, de congé maternité ou de longue maladie et puis aussi pourquoi pas, hein, sur le départ. Moi, j'ai beaucoup, mis ça en place, j'avais mis en place des observatoires des démissions pour justement aussi, prendre, on va dire le pouls, au niveau, des départs. Donc voilà, il y a plusieurs choses à faire et je pense que ce qui fait la richesse et l'exactitude, en tout cas le plus proche possible de la réalité, c'est de varier, on va dire, les dispositifs et les temps, pour que ce soit le plus objectif possible. Ok. Au final, comme beaucoup de choses dans la vie, hein, il n'y a pas une solution magique. Il y a une suite de solutions qu'il faut adapter à chacune des situations. Euh, et je le vois bien, hein, nous aussi, même chez Levo par exemple, on a à la fois des pulses sur un INPS par exemple mensuel et des sondages d'engagement qui sont sur des périodes souvent un peu plus longues. Et il y a des événements aussi d'entreprise, hein, qui sont importants, changement de bureau, des évolutions significatives dans l'organisation, etc., qui peuvent être des bons moments aussi pour prendre le pouls quelques semaines après ou même quelques mois après parfois. Donc voilà, je pense qu'il et comme tu disais, Léna, il ne faut pas chercher une seule solution miracle. Il faut vraiment se poser la question de euh, qu'est-ce qui peut être vécu. Et là, c'est aussi le fort de la fonction RH, hein, d'avoir cette empathie envers les collaborateurs et d'aller chercher ces réponses. Et voilà, je rajouterais juste un petit truc. Pensez à essayer de faire des formulaires qui sont non biaisés. On a toujours envie d'avoir un certain type de réponse. Faites attention à la formulation de vos questions. Parce que la formulation des questions peut induire des réponses parfois. Donc ça aussi, c'est important. Mais là, c'est un autre détail. On ne va pas se pencher là-dessus aujourd'hui. On était sur un webinaire pratique de comment est-ce qu'on va faire pour déployer l'engagement collaborateur. Donc moi, je voulais vous demander, et je vais commencer par Élise, c'est quoi les grandes étapes pour la mise en place d'un process de mesure de l'engagement dans une entreprise qui ne l'aurait jamais fait ou qui veut le faire complètement différemment, enfin, etc., quoi. Vraiment un renouveau. Pour moi, la première étape, et je ne conseillerais pas de démarrer sans ce prérequis qui est fondamental, c'est d'engager le comité de direction dans la démarche. Donc, ce n'est pas simplement une action de la RH, ce n'est pas la RH qui porte ce sujet, c'est le COMEX, le CODIR, et c'est important pour le succès en fait, du process. Donc vraiment, c'est la première étape. Et c'est vraiment clé. Moi, j'ai déjà vécu un processus porté uniquement par la RH et où en fait on a eu très peu d'impact. On n'est pas arrivé en fait à mobiliser les collaborateurs comme on l'a fait là dernièrement quand on en a fait un projet d'entreprise. Donc vraiment, c'est très important pour avoir de l'impact. Ensuite, et je reviens sur ce que tu disais, effectivement, il faut choisir ses questions
sélectionner les bonnes questions. Alors, pas trop, parce que sinon, on va passer beaucoup de temps à remplir le questionnaire, mais suffisamment pour qu'on puisse couvrir un certain nombre de thèmes. Et on choisit les thèmes en fonction de ce qu'on a envie de mesurer, en fonction de la culture de l'entreprise, bien sûr. Donc, ça peut être le leadership, la communication, l'esprit d'équipe, la qualité de vie au travail, la diversité. Les thèmes sont nombreux, mais on est très tenté de tout mettre, alors qu'il faut savoir être raisonnable. Et puis, je crois, le troisième aspect, c'est un plan de communication. Donc, il faut communiquer en amont du lancement. Et il faut faire communiquer différents acteurs du projet. Donc, moi, je fais communiquer le CEO de l'entreprise en général, parce que c'est lui ou elle qui va porter le projet auprès des collaborateurs. Et puis, on inclut bien sûr les managers dans la démarche, parce qu'ils ont également un rôle à jouer en relais de la démarche au plus près des équipes. Donc, c'est quelque chose vraiment, voilà, on travaille tous ensemble. Très complet. 3 grandes étapes, hein. Sponsoring du CEO, du COMEX tout au moins. Attention à l'exhaustivité de votre sondage, ça peut aller contre l'efficacité de celui-ci, donc n'hésitez pas à cibler. Parfois, moins d'informations amènent des informations de meilleure qualité, et ça, c'est plus intéressant. Et la communication, bon, je pense qu'il n'y a pas un seul process RH qui ne passe pas par de la communication bien faite, mais c'est important de le rappeler, et c'est important d'y passer du temps, parce qu'une communication qui n'est pas au top va clairement avoir un impact direct sur les taux de remplissage de nos sondages et puis sur l'efficacité de celui-ci. Léna, je voulais qu'on explore potentiellement un truc un petit peu plus difficile avec toi. Comment on fait si on sent déjà que l'engagement est bas, qu'on est dans une situation plus difficile, on est dans une entreprise où on sait qu'il y a eu des éléments perturbateurs, il y a eu potentiellement des problèmes, peut-être un plan social qui vient d'arriver récemment, etc. Comment on s'en sort pour lancer ce process dans un cas où vraiment on sent qu'on va partir d'un engagement qui est très bas? Oui, effectivement, c'est un peu plus complexe, mais tellement vrai dans, dans de nombreux cas. Je rejoins totalement Élise sur même, enfin, dans ce cas-là également, ce qui est important, c'est de remettre une dynamique collective du sujet. C'est-à-dire qu'effectivement, ça doit venir d'en haut, mais ça doit être incarné et vécu sur toute la ligne managériale jusqu'en en bas de la pyramide, si on fait un stéréotype, on va dire. Donc, c'est comment finalement on remet en marche la machine et comment on redynamise le collectif pour redonner envie et pour redonner de la perspective et une vision positive des choses. Donc c'est, retravailler en confiance, en transparence. C'est finalement recréer le lien, hein, puisque souvent quand on arrive dans ce type de situation, c'est que le lien à un moment donné s'est, distendu, voire cassé, hein, à certains égards. Donc c'est, retravailler sur, finalement, je parlais tout à l'heure de promesses, mais de reparler des fondamentaux, qui on est, qu'est-ce qu'on veut partager, qu'est-ce qu'on veut faire vivre finalement aux collaborateurs et comment on se remet dans une dynamique de développement là-dessus. Avec, dans une dynamique d'engagement, pour moi, il y a effectivement l'équipe dirigeante, la ligne managériale, mais il y a aussi des partenaires internes, en fait. On parlait de sponsors, mais je rebondis là-dessus. C'est finalement, on pourrait, enfin moi, je l'ai déjà mis en place dans plusieurs structures, des groupes de travail pour retravailler sur les fondamentaux. Finalement, pourquoi, qu'est-ce qui fait notre ADN pour travailler? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de rester, en fait, et de travailler ensemble? Que ce soit aussi des partenaires extérieurs, hein, on parlait sur certaines thématiques des médecins du travail, ça peut être aussi voilà, de nos partenaires aussi au quotidien, et puis les partenaires sociaux aussi, hein, qui pour moi ont un rôle important sur ce sujet-là, et qui pour moi peuvent être aussi des relais et des alliés à certains égards pour remettre une dynamique collective. Donc voilà, c'est capitaliser finalement sur les différentes parties prenantes, de vraiment travailler tous ensemble dans un projet commun et en transparence. Et je dis en transparence parce que quand on travaille justement sur l'engagement et sur l'évaluation du niveau d'engagement, des fois, en tout cas je l'ai vécu en tant que DRH, on n'avait pas forcément envie de communiquer les résultats parce que c'était pas forcément vendeur ni positif. Et en fait, je pense que c'est fondamental de partager justement et d'être en transparence sur les résultats pour pouvoir recréer justement, de se dire on fait un constat collectif
collectif est commun, Mmh. ça va pas, en tout cas que le niveau est bas. OK. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place collectivement pour améliorer la situation? OK. Ouais, bah, très clair et en effet, c'est un bon sujet et puis d'ailleurs, c'est pas toujours, parce que l'entreprise est en difficulté que l'engagement va être bas. Parfois, on voit même, Mmh. des tendances inverses, hein. Quand une entreprise est en difficulté, c'est parfois là où il y a de la mobilisation aussi. Mais l'importance de la transparence, hein, et l'importance d'être engagé dans le processus. Si on le fait pour faire du décorum ou du marketing, et qu'on sait que l'engagement, n'est pas très fort, ça va vous exploser à la figure. Mmh. Donc en effet, je rejoins parfaitement ça. J'avance un petit peu parce que le temps file et je sais que sur ces webinaires, on a toujours 8000 choses à se raconter, mais malheureusement, on doit être efficace. Hem, on a parlé des bons conseils pour mettre en place, qu'est-ce qu'on ferait? J'aimerais qu'on parle un peu des pièges à éviter. Donc peut-être en se reposant aussi un peu sur votre expérience. Élise, est-ce que tu as, rapidement quelques pièges à éviter ou des choses, qu'il faut avoir dans le rétroviseur pour être sûr qu'il y ait pas de souci? Alors, dans les pièges à éviter, et là, je rejoins, ou je rebondis sur une chose qu'a mentionné Léna, c'est la tentation de ne pas communiquer. À partir du moment où on engage les collaborateurs dans une enquête, on leur a demandé leur avis, ils ont donné une part d'eux-mêmes, et donc il faut absolument les informer des résultats, quels qu'ils soient. Donc ça, c'est très, très important. Sinon, dans les années d'après, il n'y aura plus de participation, et ça, c'est le risque. Donc, on parle dans une démarche et comme Léna l'a dit, de transparence. Et c'est important de le poser dès le départ. Donc, éviter de ne pas communiquer ou de ne pas faire suffisamment de communication à tous les niveaux des résultats. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on communique d'abord dans le CODIR sur les résultats globaux de l'entreprise. Et puis après, en fait, on organise une conférence où on réunit l'ensemble des collaborateurs et pour débriefer des résultats. Alors, on l'a fait avec notre partenaire, mais on peut le faire aussi sans notre partenaire. Peut-être OK. un autre Oui, piège à éviter, très rapidement, c'est structurer sa base de données pour le futur. Donc, surtout si on fait soi-même, donc on a une structure, on va vouloir analyser nos résultats d'une certaine façon. Il faut faire attention à ce que le modèle d'analyse de données puisse être utilisé en année 1, 2, 3, 4, 5. Et donc ça, c'est important de l'avoir en tête quand on conçoit sa base de données. très clair. Bon, je pense que Léna sera d'accord et je vais avancer un petit peu pour qu'on se garde du temps pour les questions parce qu'on en a beaucoup aujourd'hui. Continuez de faire affluer vos questions, on va y revenir. J'ai essayé d'en prendre quelques-unes, au passage, hein, comme celle de Lily, hein, sur la question de comment ça se passe quand le climat social est pas bon et qu'on veut lancer des sondages d'engagement. Mais on en a encore d'autres, qu'on va tacler tout à l'heure. Alors, je voulais qu'on parle aussi un petit peu aujourd'hui, là on a parlé concrètement de, bah, qu'est-ce qu'on peut faire, comment, quel rythme, les pièges à éviter. Mais j'aimerais qu'on parle aussi de quelles actions, ont été mises en place, pour favoriser l'engagement collaborateur, suite à des sondages par exemple ou autres, pour un petit peu comprendre vraiment, qu'est-ce qui peut avoir de l'impact? Souvent on a, j'aime bien cette phrase qui dit, «Vous allez pas sauver votre engagement en rajoutant des corbeilles de fruits et des tables de ping-pong». C'est vrai, hein, c'est toujours sympa d'en avoir, mais c'est pas ça, qui va créer forcément de l'engagement. Et donc, est-ce que Léna, tu pourrais nous parler un petit peu, par exemple, de choses qui ont été mises en place, qui concrètement, jouent sur l'engagement des collaborateurs, dans ça? Mmh. Oui, alors moi j'ai travaillé sur plusieurs choses, mais c'est vrai que, on parlait d'alignement avec l'équipe dirigeante, la ligne managériale, donc j'ai pas mal de missions, et j'ai beaucoup œuvré en tant que DRH aussi sur la structuration de la ligne managériale finalement. Une charte managériale, qu'est-ce qu'un bon manager? Qu'est-ce qu'un manager, dans telle ou telle structure? Et le rôle par rapport aussi, finalement, au développement de ses collaborateurs et en tant que pivot et relais entre la direction et les collaborateurs. Une thématique, excusez-moi, qui revient aussi, beaucoup, c'est la cohésion.
la cohésion. On a quand même beaucoup perdu, durant la période Covid, ce sujet d'être ensemble, de travailler ensemble, de se voir. On a les modes de travail qui ont évolué et du coup aujourd'hui on a, des difficultés à justement à faire matcher, la flexibilité au travail et puis, le télétravail, enfin tout ce qu'on connaît. Donc c'est, beaucoup aussi de travail sur la cohésion d'équipe, sur la culture, sur, les valeurs communes, donc vraiment voilà, développer l'intelligence collective finalement. Et puis OK, très clair. un autre sujet, dernier point, beaucoup sur la partie, intelligence émotionnelle aussi, parce qu'on se rend compte que c'est un levier fort d'engagement aujourd'hui que d'adapter et de personnaliser l'accompagnement et de pouvoir être authentique. Voilà. L'authenticité qui revient, et c'est vrai que Mmh. c'est un facteur très fort. Élise, est-ce que tu as des exemples très concrets, que ce soit chez Smart Trade ou même TraceOne avant, d'actions concrètes que vous avez mis en place, suite à justement des sondages sur l'engagement ou, Oui, très, 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 très concret, puisque c'est ce qu'on vient de mettre en place chez Smart Trade. Suite au retour de nos collaborateurs, on a mis en place des town halls. Avant, on avait des vidéos et les collaborateurs nous ont montré que ça manquait quand même de communication corporelle. Donc, on a mis en place des town halls. On a organisé en fait des séminaires cross des départements pour faciliter le travail en commun et casser un petit peu les silos. On a travaillé sur l'automatisation de certaines tâches du service support. Et puis, on avait un retour de nos collaborateurs sur les sujets de formation. Et donc, on a mis l'accent en fait, sur tout ce qui était formation, certification. Et surtout, on a communiqué sur ce qu'on faisait parce que certains collaborateurs avaient l'impression qu'on ne faisait pas de formation, mais en fait, on en fait pas mal. Et donc, nous, ça nous a permis voilà, de communiquer peut-être plus et mieux sur ce qu'on faisait en termes de carrière pour nos collaborateurs. et du coup, on le voit, hein, il y a des actions très, très concrètes au sein de l'entreprise, de l'organisation, hein, qui peuvent être prises et qui relèvent le niveau d'engagement. Et il faut aussi y penser lors de votre enquête. Potentiellement poser des questions sur, est-ce qu'ils trouvent que la communication de la direction, elle est bonne ou elle est pas bonne, et cetera. Comme ça, vous pouvez aussi aller cibler certains de ces sujets-là. Et du coup, ça, c'est important, de pas faire juste une enquête sur, est-ce que la cantine a des bons desserts? Ça fait partie aussi potentiellement, de votre petite enquête, mais c'est pas forcément, ce qui fera le plus bouger les lignes, à la fin de la journée. Mmh. Alors Thibaut, juste, je oui, voulais juste rajouter quelque chose qui me vient. C'est vrai que ce qui est important dans les enquêtes aussi, ce que j'ai perçu, c'est le suivi du plan d'action, et le fait d'avoir vraiment, cette continuité et le suivi opérationnel des actions concrètes à mettre en place. Parce que chaque enquête pour moi, doit mener à bien justement un plan d'action et du coup, d'avoir ce suivi-là, au niveau mmh, de l'entreprise et au niveau RH pour que ça donne du sens aussi et que ça soit, incarné. donc de Et la communication aussi encore, hein, et Mmh. toujours, sur ce suivi-là, quoi. exactement. Et nous, on a mis en place, donc on a fait des workshops avec les collaborateurs à l'intérieur des équipes. Et ensuite, en fait, on a fait une synthèse de ce qui était ressorti de chaque équipe en termes de plan d'action vraiment très concret qu'on a présenté au comité de direction et qu'on a présenté à notre CSE et qu'on va déployer aussi dans l'entreprise pour faire quand même une espèce de loop, je ne trouve pas le mot en français, enfin de retour vers les collaborateurs pour leur dire, voilà, vous nous avez dit ça, voilà ce qui concrètement, ce qui s'est passé OK. suite à vos retours. OK, donc très, très important en effet de ne pas s'arrêter. Enfin, en Non. le sondage est qu'une toute petite partie de notre process, hein. On a vu que notre process commençait même avant le recrutement du collaborateur sur la marque employeur et qui se déroule tout au long et il se renouvelle très fréquemment. Alors, je vous propose qu'on passe aux questions quand même pour qu'on puisse en tacler quelques-unes. Et je vais prendre, cette question de Cécile, qui nous demande: «Combien de questions préconisez-vous dans un baromètre social? Quels sont les grands thèmes à aborder selon vous?» Et ben, Élise, je vais te laisser répondre à cette première question. Donc moi, en général, j'ai entre 40 et 50 questions, ce qui peut sembler beaucoup, mais globalement, on va passer 10 minutes à remplir le questionnaire. Et dans les thèmes,
Donc on a une partie assez classique d'évaluation, en fait, moi et mon travail, mon équipe, l'entreprise de façon plus globale. Et puis ensuite, on avait des termes transverses qui allaient sur la diversité, l'équilibre vie pro, vie perso, la communication corporate, comment dire, tout ce qui était travail en équipe et collaboration. Voilà, D'accord. Donc, à la fois des thèmes descendants et puis des thèmes transverses. Ok. Et je vais aller un petit peu plus loin sur la question. D'un baromètre sur l'autre, comment évolue un petit peu ce questionnaire? Très similaire, bouge beaucoup. Comment est-ce que tu t'y prends? Très similaire. Il m'est déjà arrivé de rajouter quelques questions, mais jamais plus de 3-4. Je reste toujours sur les mêmes questions pour mesurer dans le temps. Et j'ai toujours 2 questions ouvertes. C'est très important. Avoir 2 questions ouvertes, qu'est-ce qu'on peut améliorer, enfin, qu'est-ce qui pourrait être amélioré et qu'est-ce qui constitue une force de l'entreprise. Super. Alors, je vais prendre une deuxième question d'Élodie, qui nous parle de l'Observatoire des démissions dont tu as parlé tout à l'heure, Léna, et qui nous demande, vous voyez, quand est-ce que vous envoyez ce questionnaire? Est-ce que c'est après la sortie, avant la sortie? Comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs étapes. Dès qu'on reçoit, par exemple, une démission ou enfin une demande de «départ» entre guillemets, il y a déjà, une enquête, on va dire, individualisée, côté RH, donc un entretien, on avait bâti, avec 2-3 questions clés justement pour, qualifier finalement le départ. En parallèle de ça, il y a un échange aussi avec le manager et par contre, on leur envoie aussi en fait j'avais travaillé ça sur Google Forms, hein, de façon très simple, une enquête un peu plus anonymisée en tout cas, qui n'était pas forcément avec un interlocuteur physique pour avoir aussi, un retour croisé des raisons de départ, parce qu'on se rend compte que c'est pas forcément les mêmes qui vont ressortir quand on échange côté RH, côté manager et puis de façon anonymisée. Et l'idée en fait, c'est vraiment là pour le coup vraiment au moment du départ, quand il sait qu'il y a plus d'enjeu et qu'il sera le plus authentique possible finalement dans le fait de partager ses raisons. Et on croise en fait ces 3 points-là. OK, très clair. Merci beaucoup. Je prends une petite question rapidement et je vais la prendre de mon côté pour le coup, parce qu'on a été une entreprise petite aussi, qui nous vient de Stevens, qui nous demande: «Quels conseils donnez-vous pour les petites entreprises?» Alors là, il parle d'entreprises de moins de 10 personnes, qui se connaissent depuis longtemps, voire trop, et on fait des 360, mais on arrive, ou des NPS, des INPS, mais on arrive souvent à savoir qui a répondu et c'est vrai que c'est un problème, hein. L'anonymat, est souvent une garantie aussi que les personnes peuvent un peu se libérer sur ces sujets. Alors, Elevo est plus gros que ça, mais à une époque, on était moins que 10. Et ce qu'on faisait à l'époque, c'est qu'on faisait un maximum de questions quantitatives. Le problème, c'est que c'est hyper important d'avoir ces champs ouverts, mais c'est vrai que sur des petites populations, ça vient souvent casser cet anonymat potentiellement. Il faut être très vigilant à ça. Il faut faire des choses qui sont assez simples. Nous, on faisait des INPS, tout simplement, une seule note. C'était notre indicateur principal. Après, dans des petites entreprises, on est aussi très proche de tout le monde. Donc, on arrive très bien à sentir le climat social et les demandes en principe aussi. Mais le INPS, moi, je trouve, a toujours été un bon indicateur global. Si on devait en avoir qu'un seul, c'est vrai que ça montre pas mal de choses, quoi. Alors, j'avance. Ah, ça, c'est une question intéressante. On l'a un peu évoqué tout à l'heure, une question d'Alexiane qui nous demande avez-vous des tips pour s'assurer que les questions posées ne soient pas biaisées? Alors, pas évident. Et ben, Élise, je te propose d'y répondre. Excellente question. Alors, moi, je me suis assurée qu'elle ne soit pas biaisée parce que je passe par un prestataire externe et donc je prends dans son catalogue de questions et je lui fais confiance. Après, quand j'en fais moi-même, j'essaie de les soumettre, en fait, j'essaie de les tester en avance auprès de collègues, auprès de mon équipe pour essayer de voir si elles sont biaisées. Mais c'est extrêmement difficile. Voilà.
Très bien. Et alors, je vais prendre une dernière question. Je suis désolé, je sais qu'il y en a plein, et c'est toutes des questions qu'on essaiera de répondre dans nos contenus aussi qu'on publie sur notre site internet. On publie souvent des livres blancs et des articles, donc on y reviendra sous d'autres formats probablement. Mais je vais prendre une dernière question de la part de Lou, qui nous demande comment faire passer cette approche comme une démarche qui a du sens et pas une énième tentative qui ne serait pas suivie d'effet pour les collaborateurs. Donc on en a un peu parlé déjà, mais Léna, si tu voulais un petit peu potentiellement revenir sur ce thème. Oui, je fais le lien direct avec ce que je disais tout à l'heure sur le plan d'action concret. Pour moi, c'est effectivement, une enquête pour faire une photographie à l'instant, enfin une ou plusieurs enquêtes. Par contre, il faut que ce soit suivi de faits concrets, éco-construits, donc incarnés et comment dire? Voilà, l'ensemble des collaborateurs, en tout cas des managers doivent adhérer à ça et proposer justement des, solutions adaptées qui sont jusqu'aux plus petites, on va dire, à l'échelle des équipes et que ce soit pas des choses qui soient complètement, décorrélées, on va dire, de l'opérationnel et de ce que vivent les collaborateurs. Parce qu'effectivement, sinon ils se sont fait plaisir et ils ont fait une enquête. En fait, non, il faut que ce soit vraiment, concret et que, les collaborateurs puissent voir aussi finalement le lien entre ce qu'ils font au quotidien de façon opérationnelle, dans leur job et finalement ce qui ressort, des enquêtes de façon un peu plus macro. Très bien, merci beaucoup. On a eu quelques questions en effet sur nos acronymes et nos anglicismes. On fera des efforts sur les prochains webinaires pour les expliquer à chaque fois. INPS, donc Employee Net Promoter Score, qui essaye de mesurer à quel point vos collaborateurs sont des promoteurs de votre entreprise, et ce qui recommanderait à des gens de vous rejoindre. Et je pense qu'on a parlé de Town Hall tout à l'heure aussi, Oui. qui est un petit peu la traduction, c'est on va dire la place du village un petit peu, et c'est une sorte de, on va dire, de conférence interne où la direction vient présenter sa feuille de route ou communiquer sur d'autres éléments. Parfois, certains les appellent all-hands, encore un mot en anglais. Mais voilà, c'est quelque chose qui marche pas mal aussi sur la communication interne. Alors, je vous remercie beaucoup. Et juste avant de nous quitter, on a une petite tradition. On demande souvent à nos invités s'ils ont une astuce, un conseil, une nouveauté RH ou quelque chose qu'ils souhaiteraient nous partager. Et donc, du coup, je te donne la parole, Léna. Oui, alors, moi j'avais envie de vous partager une pratique, un mode de travail qui, s'appelle le job share, que j'ai découvert récemment, par l'intermédiaire de la SNCF qui a mis en place, ça, mais qui est très déployé dans des pays anglo-saxons. Le fait de partager finalement un poste à plusieurs, à 2 en l'occurrence, et qui permet de conserver, on va dire un équilibre de vie, voire, d'avoir, d'autres activités et de pouvoir adapter en fonction de l'étape de vie dans laquelle on est et en gardant une carrière professionnelle bien remplie, voire en développement. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'aller jeter un œil sur ça, je trouve ça super intéressant et je pense qu'on devrait y penser aussi pour répondre aux nouveaux leviers de motivation et d'engagement des collaborateurs. Ok, merci. Et alors, tous ces nouveaux concepts, hein, à chaque fois des anglicismes, malheureusement, mais en effet, job share, les slashers, etc. Et du coup, Élise, toi, est-ce que tu as quelque chose à nous partager? Oui, alors moi, dernièrement, j'ai eu la chance d'utiliser les neurosciences et la réalité augmentée ou ce qu'on appelle les serious games, donc les jeux sérieux, dans le cadre de détermination de profil de personnalité. Donc, on a mis en place au niveau du COMEX, parce qu'on est une entreprise tech et innovante, et donc on a eu envie d'utiliser les nouvelles méthodes. Et, euh, et c'est un outil qui est en fait très puissant parce que cela fonctionne sur la base de questionnaires, donc auxquels on va répondre de façon très classique, et ensuite de jeux où on mesure à la fois aussi bien notre pouls, notre rapidité, notre taux de transpiration quand on fait de la réalité virtuelle, et qui permettent véritablement de mettre notre façon de nous voir en parallèle de ce qu'on vit réellement quand on est dans l'action. Et donc, je vous recommande, ça donne une vraie vision à 360% de nos profils. Super, merci beaucoup pour ces partages. Quelques petits rappels avant de conclure. On a un prochain webinaire qui est déjà programmé, ça sera le 6 mars.
où on aura comme invité Anna Victoria Hernandez, qui nous vient directement de Total Energy, où elle est Senior Talent Development. Elle va venir nous présenter quelle stratégie de talent development ils ont mis en place dans le groupe, avec tout un programme qui lance cette année. Donc, on a eu la chance de faire une première réunion de préparation. Vous verrez, c'est très intéressant. Je vous le recommande fortement. Pour toutes vos autres questions, je vous invite vraiment à aller sur le centre de ressources d'Elevo. On a beaucoup de contenu sur l'ensemble des sujets dont on a parlé aujourd'hui. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir aussi de vous répondre et de vous présenter potentiellement aussi ce qu'on fait et comment on accompagne les entreprises de notre côté sur ces sujets-là, que ce soit la gestion de la performance, gestion du développement du collaborateur et l'engagement, qui est notre nouveau produit qui est sorti tout récemment en janvier. Voilà, merci à tous pour ce webinaire et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Merci, Au au revoir. revoir, merci.